Bonjour Aude Mirkovitz. Avec vous, nous avons vu hier que la PMA est avant tout un marché et au centre de ce marché se trouve l'enfant. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences pour l'enfant. La conséquence numéro 1 est la privation programmée et délibérée définitive du père. Que dit le droit à ce sujet ? Alors, en effet, la conséquence pour l'enfant, c'est l'effacement de la branche paternelle. Et ça, quel que soit l'amour qui lui est promis et qui lui sera prodigué, ça nul n'en doute, eh bien, c'est contraire à ses droits. C'est-à-dire que parmi les nombreux droits qui sont proclamés pour les enfants, il y a notamment le droit de connaître dans la mesure du possible ses parents et d'être élevé par eux, qui figure à la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte adopté dans le cadre de l'ONU. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, elle affirme que la vie privée, à laquelle chacun a droit, comporte le droit à l'identité qui lui-même inclut le droit de connaître son ascendance et de faire établir juridiquement sa filiation. Alors pourquoi citer ces textes ? Parce que ce sont des textes internationaux qui ont donc une valeur supérieure à la loi française et concrètement à tout projet de loi. Et nous discutons en ce moment d'un projet de loi. C'est pourquoi il est encore temps d'alerter nos députés sur le fait que ce qu'ils s'apprêtent peut-être à voter, malheureusement, n'est pas compatible avec les droits de l'enfant. En effet, comment est-ce que la légalisation d'une pratique qui organise délibérément l'effacement de la branche paternelle et interdit juridiquement à l'enfant de rechercher cette filiation paternelle, comment est-ce que ça pourrait être compatible avec ces droits de l'enfant, d'une part, de connaître ses parents et être élevé par eux, et d'autre part, de connaître son ascendance et faire reconnaître juridiquement sa filiation. Ça n'est pas possible. Alors c'est vrai qu'en théorie, tout le monde est pour les droits de l'enfant, bien sûr, mais en pratique, quand ces droits sont susceptibles de poser des limites à nos projets ou nos désirs, eh bien là, ça devient plus compliqué. Donc il faut accepter que dans un état de droit, eh bien la réalisation des désirs des uns trouve sa limite dans le respect des droits des autres, en l'occurrence des enfants. Pourtant, connaître ses parents d'origine, il y a de nombreux cas où c'est pas possible. Par exemple, l'adoption. La PMA n'est-elle pas une forme d'adoption, quelque part ? Alors c'est vrai qu'une fois que l'adoption plénière, c'est ce qu'on appelle l'adoption en langage courant, est prononcée, elle fait définitivement obstacle à la filiation d'origine de l'enfant. Mais la comparaison avec la PMA sans père qui s'annonce n'a pas lieu d'être parce que l'adoption c'est une mesure de crise c'est un remède qu'on vient apporter à une situation de crise. Donc ça n'est pas un modèle. Et par ailleurs, ce remède, il intervient dans l'intérêt de l'enfant. Le but, c'est d'offrir à un enfant qui a été privé par les malheurs et les aléas de la vie de ses parents d'origine, une famille d'adoption, une famille adoptive. Et le but, c'est qu'elle devienne la vraie famille de l'enfant. Et ça n'est possible que si l'adoption est stable et définitive. Parce que si l'adoption pouvait en permanence être remise en cause par la revendication de parents biologiques, la situation serait toujours précaire. Et cette famille, ce serait une famille d'accueil. On sait très bien que ça ne rend pas du tout le même service à l'enfant que l'adoption. Donc, il faut bien réaliser que l'adoption n'a jamais privé un seul enfant de quoi que ce soit, et certainement pas de ses parents d'origine. L'adoption intervient au profit d'un enfant qui a été privé, ça oui, de ses parents, mais par les malheurs, les accidents, les catastrophes naturelles, les responsabilités des uns ou des autres, ce n'est pas la loi qui a privé l'enfant de ses parents. Donc ce que l'adoption répare, eh bien le projet de PMA le provoque, puisqu'il s'agirait de délibérément écarter le père de l'enfant pour le rendre disponible, pour laisser la place finalement pour qu'il soit adopté, pour réaliser le projet d'autrui. Donc l'adoption poursuit l'intérêt de l'enfant, alors que la PMA vise à réaliser le désir d'un adulte, ce qui est tout à fait différent. Pour dire les choses autrement, ce que l'adoption répare, eh bien la PMA le provoque. C'est pourquoi l'adoption ne peut pas servir de prétexte pour priver certains enfants délibérément de leur père. Donc, justement, le droit actuel organise le don de sperme. Un couple en processus de PMA peut recourir aux gamètes d'un tiers lorsqu'il ne peut pas fournir lui-même les gamètes pour la conception de l'enfant. La PMA sans père, c'est la suite logique du don de sperme. Oui, en effet, vous avez raison. C'est-à-dire que ce projet permet à beaucoup de personnes de réaliser que le don de gamètes tel qu'il est actuellement prévu par la loi
n'est déjà pas sans poser des difficultés. Alors il est vrai que la filiation, y compris en droit, ne se réduit pas à sa dimension biologique. On vient de parler de l'adoption, mais enfin, quand un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas qu'il est bien le père biologique de l'enfant. Pour autant, sous prétexte que la filiation ne se réduit pas au lien biologique, est-ce qu'on pourrait en déduire que le lien biologique serait complètement indifférent en matière de filiation, si peu important qu'on pourrait en priver délibérément un enfant, ce qu'on fait lorsqu'on recourt à des donneurs? Et la réponse est évidemment négative, et chacun peut en faire une expérience immédiate. C'est-à-dire que quels sont les parents qui quitteraient la maternité avec un autre enfant que le leur? Et justement, le contentieux auquel donnent lieu les échanges de bébés à la maternité dramatique et révélateur. Il y a quelques années, le tribunal de grande instance de Grasse a accordé 400 000 € de dommages-intérêts à 2 jeunes filles qui avaient été échangées par erreur à la naissance. Elles n'ont pas été abandonnées dans la rue, elles ont eu des parents qui les ont aimées, élevées, et pourtant il restait 400 000 € de dommages-intérêts. Et on voit bien que le lien biologique n'est pas indifférent. Et plus révélateur encore, même, est, me semble-t-il, le cas des couples qui recourent à la PMA et qui subissent des erreurs dans le cadre de processus médical. Donc concrètement, une femme est inséminée avec les gamètes d'un autre homme que son conjoint, ou on lui implante un embryon qui n'est pas le leur. Alors s'il est vrai que le lien biologique n'a rien à voir avec la filiation, en fait il ne devrait pas y avoir de problème. Et pourtant il y a un problème parce que ces couples saisissent la justice, demandent réparation de leur préjudice qui est que leur enfant n'est pas issu de leur gamète, à tel point qu'il semble que dans la majorité des cas, ils préfèrent avorter. Alors si les couples qui attendent un enfant qui n'est pas issu de leur gamète préfèrent ne pas avoir d'enfant du tout, est-ce que c'est pas un petit peu léger de décréter que pour les enfants, eux, ils seraient complètement indifférents d'avoir comme parents leur géniteur ou quelqu'un d'autre? Alors justement, pour retrouver ce lien biologique, pourquoi pas lever l'anonymat? Alors voyons voir. Notre couple en processus de PMA là, qui a subi l'erreur, est-ce que vous pensez qu'il va s'estimer satisfait avec la levée de l'anonymat? Alors écoutez, excusez-nous, vous attendez un embryon d'un autre couple, mais on va lever l'anonymat, on va vous dire d'où vient cet enfant. Et le couple à l'origine de l'embryon, ça m'étonnerait qu'il s'estime satisfait en sachant où son embryon a été implanté, enfin chez qui il a été implanté plutôt. Alors pour les enfants, c'est la même chose. Par quel miracle est-ce que l'information sur l'identité du géniteur pourrait résoudre tous les problèmes? C'est-à-dire qu'en 1994, on a légalisé le don de gamètes en voulant croire, et en croyant sans doute que la biologie finalement était secondaire, et que la seule chose qui comptait pour les enfants, c'était d'avoir été désirés et d'être aimés. Sauf que la première génération de ces enfants est adulte, et ceux qui s'expriment expliquent que c'est pas si simple, et qu'être issu de quelqu'un, c'est pas indifférent, quand bien même on l'appellerait donneur. Et encore, les enfants qui sont issus des dons, pour ceux qui parlent dans les médias, ils sont très clairs. Ils disent bien qu'ils veulent connaître leur donneur, ils veulent savoir à qui il ressemble, mais ils ne cherchent pas un père dans la personne du donneur, parce que, disent-ils, un père, j'en ai déjà un, c'est mon père légal, celui qui m'a aimé, qui m'a éduqué. Bon, tout ça c'est très bien, mais justement, les enfants à venir de ces PMA pour les femmes, sans père, eux, ils ne pourront pas en dire autant. Un père, j'en ai déjà un, parce qu'un père, ils n'en auront pas. Et donc, il y a de fortes chances qu'ils aillent rechercher du côté du donneur cette lignée paternelle qui leur manque. Donc, on aggraverait significativement encore la situation qui est déjà problématique. Merci Aude. Et à demain, car demain nous allons voir les conséquences pour la société d'un tel projet de loi.